Au restaurant, ma sœur Lance trouve une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas les filles adoptées. Tous ont ri. Puis on m'a présenté leur note de 3270 €. J'ai souri et j'ai payé. Mais une voix a retenti, à instant, s'il vous plaît. Va te trouver une autre table. Celle-ci est pour la famille, pas pour les filles adoptées. La voix de ma sœur Véronique résonna dans l'élégante salle du Céleste, l'un des restaurants les plus exclusifs de Lyon. Des éclats de rire fusèrent autour de la table, mes parents, mon frère Christophe et le mari de Véronique se joignirent au concert comme si c'était la blague la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Je restais là, tenant ma pochette, le visage brûlant d'humiliation tandis que les autres clients se tournaient pour me dévisager. Les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes, jetant une lumière chaude sur les nappes blanches et les verres en cristal, mais je me sentais glacé à l'intérieur. Je m'appelle Amélie et j'ai 27 ans. J'ai vécu avec cette famille pendant 22 ans, depuis qu'ils m'ont adopté à l'âge de 5 ans. 22 ans à m'entendre rappeler que je n'étais pas à ma place, que j'étais différente, que j'étais inférieure. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'avais de l'importance était grand-mère Éléonore, la mère de ma mère adoptive, qui était assise à l'autre bout de la table avec une étrange expression sur le visage. « Véronique, ça suffit », dis-je doucement, essayant de conserver un peu de dignité. « Oh, ne sois pas si sensible », intervint ma mère, Patricia, en agitant sa main manucurée d'un air dédaigneux. « On ne fait que plaisanter. Tu sais comment est Véronique. » Je savais exactement comment était Véronique. À 32 ans, elle avait perfectionné l'art de me faire sentir toute petite tout en maintenant la façade de l'unité familiale. En grandissant, elle avait eu la meilleure chambre, les vêtements les plus neufs, les études universitaires coûteuses. J'avais eu droit aux vêtements d'occasion et à un BTS. Elle était louée pour des réussites médiocres. J'étais critiqué pour mon excellence. « Assieds-toi, Amélie », ordonna mon père, Grégoire. « Tu fais une scène. » Je m'assis, ravalant la protestation qui me montait à la gorge. Ce dîner était censé célébrer le dernier contrat de Véronique. Un investissement immobilier que mes parents avaient aidé à financer. Ils aidaient toujours Véronique. Quand j'avais demandé un prêt pour lancer mon agence de design graphique il y a 3 ans, ils avaient ri et m'avaient dit d'être réaliste. La soirée s'éternisa, la conversation s'écoulant autour de moi comme si je n'étais pas là. Véronique se vantait de sa nouvelle Mercedes. Christophe discutait de sa promotion à la banque. Mes parents rayonnaient de fierté, posant des questions, offrant des félicitations. Quand j'essayais de mentionner le client majeur que je venais de décrocher, un contrat d'une valeur de 50 000 €, ma mère me coupa la parole. « C'est bien, ma chérie. Christophe, parle-nous de ta prime. » Au moment où le dessert arriva, je m'étais replié sur moi-même, l'engourdissement familier s'installant en moi. C'était mon rôle dans la famille, l'étrangère, le cas de charité, celle qu'il gardait pour se donner bonne conscience. Puis le serveur s'approcha avec l'addition. Mon estomac se noua lorsqu'il plaça le porte-addition en cuir juste devant moi. Je le fixai, confuse. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Le rire de Véronique était aigu et clair. « Oh, on ne t'a pas dit que c'est toi qui paies ce soir ? Considère ça comme ta contribution à la famille, puisque tu ne fais que prendre sans jamais rien donner. » Prendre ? Le mot sortit de ma bouche, étranglé. Je ne vous ai jamais rien demandé. Le toit sur ta tête en grandissant, la nourriture, les vêtements, énuméra Patricia sur ses doigts. Nous t'avons tout donné, Amélie. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous offrir le dîner. Mes mains tremblaient en ouvrant le porte-addition. Le total me brouilla la vue. 3270 €. Ils avaient commandé les vins les plus chers, plusieurs entrées, des steaks de premier choix, des queues de homard. Christophe avait commandé 3 desserts juste parce qu'il le pouvait. Je n'ai pas les moyens, murmurai-je. Bien sûr que si, dit Véronique d'une voix douce. Tu viens de nous parler de ton gros client. 50 000 €, n'est-ce pas? Ce n'est rien pour toi maintenant. La vérité, c'est que ces 50 000 € étaient répartis sur 6 mois de travail, et la majeure partie était déjà allouée aux dépenses professionnelles, au loyer et au remboursement des prêts étudiants que ma famille avait refusé de m'aider à payer. Ce seul dîner anéantirait mes économies. Mais je ne pouvais pas faire une autre scène. Je ne pouvais pas leur donner plus de munitions pour me traiter d'ingrate, de difficile, de dramatique. Les mains tremblantes, je sortis ma carte de crédit et la plaçai dans le porte-addition. Le serveur l'emporta,
et je me forçais à sourire, à siroter mon eau, à prétendre que cela ne me dévastait pas. Véronique parlait déjà de leurs prochaines vacances en Provence. Mes parents prévoyaient de les rejoindre. Personne ne me demanda si je voulais venir. Ils ne le faisaient jamais. Quand le serveur revint avec ma carte et le reçu, je signai avec des doigts engourdis. 3270 € pour le privilège d'être humilié par les personnes qui étaient censées m'aimer. Eh bien, c'était délicieux, dit Patricia en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. À le mois prochain, même heure. Le mois prochain. Il s'attendait à ce que cela devienne une habitude. J'ouvris la bouche pour protester, pour enfin dire que c'en était assez, quand une voix perça le brouhaha. Juste un moment, s'il vous plaît. Tout le monde se tut. Grand-mère Éléonore, qui était restée silencieuse toute la soirée, se tenait debout à son bout de table. À 78 ans, elle commandait encore l'attention, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa posture droite comme un i. Quelque chose dans son expression me serra la poitrine. Le restaurant semblait retenir son souffle. Grand-mère Éléonore avait toujours été différente du reste de la famille. Tandis que mes parents, mon frère et ma sœur me traitaient comme une obligation, elle avait été celle qui assistait à mes pièces de théâtre scolaire, qui se souvenait de mon anniversaire, qui s'enquérait de mes rêves. Elle était aussi la personne la plus riche que j'ai jamais connue, une milliardaire autodidacte qui avait bâti un empire pharmaceutique à partir de rien. Mais dernièrement, elle était plus silencieuse, observatrice. Je l'avais remarqué observer les réunions de famille avec une intensité qui me faisait me demander à quoi elle pensait. « Mère, qu'y a-t-il » demanda Patricia, l'irritation perçant dans sa voix. Nous allions justement partir. Asseyez-vous, tous. La voix de grand-mère Éléonore portait une autorité qui fit même se redresser mon père sur sa chaise. J'ai quelque chose à dire, et vous allez m'écouter. Véronique leva les yeux au ciel, mais resta assise. Christophe consultait son téléphone sous la table. Mes parents échangèrent des regards confus. Le regard de grand-mère Éléonore balaya chacun d'eux avant de se poser sur moi. Quelque chose vacilla dans ses yeux. De la tristesse peut-être, ou de la déception envers tous les autres. J'observe cette famille depuis des années, commença-t-elle, sa voix stable mais froide. J'observe comment vous traitez Amélie, comment vous l'avez toujours traitée. Mère, vraiment, protesta Patricia. Ce n'est pas le moment. Tais-toi. L'ordre fut si sec que ma mère obéit. J'ai 78 ans, et j'ai passé les derniers mois à réfléchir à mon héritage, à où mon argent devrait aller quand je ne serai plus là. La table devint très silencieuse. La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette alors qu'il la posait. L'expression suffisante de Véronique vacilla. Nous savons tous comment cela fonctionne, continua grand-mère Éléonore. La majeure partie de ma succession va à Patricia, puis est répartie entre les petits-enfants. C'est ce que dit le testament actuel. Je regardais le visage de Véronique s'illuminer de cupidité. Elle comptait sur cet héritage depuis des années, planifiant des achats élaborés, faisant des investissements basés sur de l'argent qu'elle n'avait même pas encore. Mais j'ai demandé à mon avocat de rédiger un nouveau testament. Grand-mère Éléonore sortit une enveloppe de son sac à main. Signée et authentifiée hier. Le silence était suffocant. Vous ne pouvez pas être sérieuse, dit Christophe. Vous changez votre testament. À cause de quoi? D'une stupide blague. Une blague? Le rire de grand-mère Éléonore était amer. Je vous ai tous vu vous moquer et rabaisser Amélie pendant plus de 2 décennies. Je vous ai vu l'exclure, l'humilier, la traiter comme si elle était moins qu'humaine, et ce soir, vous lui avez fait payer vos excès en riant. On s'amusait, c'est tout, protesta Véronique, mais sa voix tremblait. Vous amusez? Grand-mère Éléonore répéta le mot comme s'il avait un goût immonde. Vous pensez que la cruauté est amusante? Vous pensez que faire en sorte que quelqu'un se sente sans valeur est un divertissement? Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Grand-mère Éléonore contourna lentement la table jusqu'à se tenir à côté de moi. Sa main se posa doucement sur mon épaule. Amélie est la seule dans cette famille qui ait montré un véritable caractère, dit-elle. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a. Elle a bâti une entreprise à partir de rien, sans aucune aide de votre part. Elle est gentille, talentueuse et résiliente malgré tous vos efforts pour briser son esprit. Mère, vous êtes dramatique, dit Grégoire, mais sa voix manquait de conviction. Ah oui? Les sourcils de grand-mère Éléonore se haussèrent.
Patricia, quand as-tu demandé pour la dernière fois à Amélie comment elle allait? Vraiment demander et écouter la réponse? La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma. Christophe, as-tu déjà félicité ta sœur pour ses accomplissements? As-tu déjà reconnu son succès? Mon frère fixa son assiette. Véronique, as-tu passé ne serait-ce qu'une seule journée à traiter Amélie comme un membre de la famille au lieu d'une servante? Le visage de ma sœur devint rouge de colère et de honte. Grand-mère Éléonore les regarda chacun leur tour, sa déception évidente. Vous avez tous échoué de manière spectaculaire. Vous avez accueilli une petite fille qui avait tout perdu, et au lieu de lui donner de l'amour et du soutien, vous avez passé 22 ans à lui faire payer une bonté que vous n'avez jamais réellement montrée. Le poids de ces mots s'abattit sur la table comme une lourde couverture. Les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Le personnel du service planait à distance, sentant le drame. Alors, voici ce qui va se passer, dit grand-mère Éléonore, sa voix gagnant en force. L'intégralité de ma succession, chaque euro, chaque propriété, chaque investissement, ira à Amélie. L'explosion fut immédiate. Quoi? Hurla Véronique en se levant d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Christophe frappa la table de sa main. Mère, réfléchissez à ce que vous dites, plaida Patricia. Vous parlez de milliards d'euros. Amélie n'est même pas vraiment de la famille. Arrêtez. L'ordre de grand-mère Éléonore les réduisit de nouveau au silence. Amélie est plus de la famille que vous ne l'avez jamais été. Elle l'a mérité non par le sang, mais par son caractère. En étant une meilleure personne que vous tous réunis. J'étais assise, figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Des milliards d'euros. Toute la fortune de grand-mère Éléonore. C'était impossible, irréel, trop énorme pour être compris. Vous êtes manipulé, dit Grégoire désespérément. Amélie a dû faire quelque chose. Amélie n'a rien fait d'autre que de survivre à vos abus, le coupa grand-mère Éléonore, et ça s'arrête ce soir. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Thomas, c'est Éléonore. Oui. Enregistrez le Nouveau Testament immédiatement. Assurez-vous qu'il soit blindé et préparez les documents de la fiducie pour Amélie. Les visages de ma famille allaient du choc à la fureur et à l'incrédulité. Véronique avait l'air sur le point de s'évanouir. Le visage de Christophe était devenu violet. Mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ce n'est pas fini, me siffla Véronique. On le contestera. On se battra contre toi au tribunal. Essayez, dit calmement grand-mère Éléonore. Je me suis assuré que tout soit parfaitement légal, et je suis saine d'esprit, comme le confirme une évaluation médicale de ce matin. Elle avait tout planifié, chaque détail. L'explosion qui suivit ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Véronique se jeta par-dessus la table, le visage tordu de rage. Christophe attrapa son bras, mais sa propre colère était à peine contenue. Mes parents restèrent assis dans un silence stupéfait, leur monde soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Espèce de petite manipulatrice, me grogna Véronique. Tu as planifié ça. Tu as joué la victime depuis le début. Assez. Grand-mère Éléonore s'interposa entre nous. Amélie n'a rien fait de mal. Elle n'était même pas au courant jusqu'à maintenant. C'était vrai. J'étais encore sous le choc. Mon esprit incapable de saisir ce qui venait de se passer. Des milliards d'euros. Toute la succession de grand-mère Éléonore. Tout ce qu'elle avait bâti au cours de sa vie. Pourquoi fais-tu ça? La voix de Patricia se brisa, des larmes coulant sur son visage. Je suis ta fille, ton sang. Et tu devrais avoir honte de la façon dont tu as agi, répondit grand-mère Éléonore, sa voix plus douce mais toujours ferme. Je t'ai donné tous les avantages dans la vie, Patricia. L'éducation, les opportunités, l'amour, et tu as pris tout ça pour ne rien apprendre de la compassion ou de la gentillesse. Au lieu de cela, tu as transmis ta cruauté à tes propres enfants. Grégoire tenta une approche différente. Soyons raisonnables. Nous pouvons arranger ça. Peut-être partager la succession. Il n'y a rien à arranger, dit grand-mère Éléonore. La décision est prise. Mes avocats ont tout en ordre. La fiducie est établie. Amélie recevra tout à mon décès, avec un accès immédiat à certains comptes dès demain. Demain. Le mot flotta dans l'air.
Ce n'était pas une promesse future. C'était réel, immédiat, en train de se produire. Christophe se pencha en avant, sa voix basse et menaçante. Vous faites une énorme erreur. Amélie ne sait pas comment gérer ce genre d'argent. Elle le dilapidera en un an. Amélie a bâti une entreprise prospère à partir de rien, l'interrompit grand-mère Éléonore. Elle est plus responsable financièrement à 27 ans que vous ne l'avez jamais été. Elle a dû l'être parce que vous ne l'avez jamais aidée. Je retrouvai ma voix, tremblante et incertaine. Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Elle se tourna vers moi et son expression s'adoucit. Parce que je t'ai vu souffrir assez longtemps, ma chérie. Je suis en train de mourir. Le monde bascula. Quoi? Le mot sortit à peine. Cancer du pancréas, stade 4. Il me reste peut-être 6 mois, probablement moins. Elle le dit si calmement, mais je vis la douleur sous son sang-froid. Je l'ai appris il y a 3 mois, et j'ai passé ce temps à mettre mes affaires en ordre, à m'assurer que mon héritage aille à quelqu'un qui le mérite. Les larmes brouillèrent ma vision. Grand-mère Éléonore était en train de mourir. La seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé s'en allait. Oh, ne pleure pas, Amélie. Elle me serra dans ses bras, et je respirai son parfum familier, lilas et vanille. Ce n'est pas triste. C'est la justice. Autour de nous, le restaurant était devenu complètement silencieux. Même le bruit de la cuisine s'était tu. Tout le monde regardait cette famille imploser en temps réel. Vous ne pouvez pas être sérieuse, tenta de nouveau Patricia, le désespoir rendant sa voix stridente. Mère, s'il vous plaît, pensez à vos petits-enfants. Pensez à l'héritage familial. J'y pense, dit grand-mère Éléonore. C'est exactement pour ça que je fais ça. L'héritage familial devrait être la compassion, le travail acharné et l'intégrité. Amélie incarne tout cela. Le reste d'entre vous incarne la cupidité, la cruauté et le sentiment que tout vous est dû. Les mains de Véronique tremblaient. On va vous poursuivre. On prouvera que vous n'avez pas toute votre tête. Bonne chance avec ça. Le sourire de grand-mère Éléonore était acéré. J'ai des évaluations médicales, des expertises psychologiques et des témoignages de dizaines de témoins sur la façon dont vous avez traité Amélie au fil des ans. Mon avocat a tout documenté pendant des mois. Elle avait planifié cela avec soin, méthodiquement, me protégeant alors même que son propre temps s'épuisait. Je veux rentrer à la maison, murmurai-je. Bien sûr. Grand-mère Éléonore garda son bras autour de moi. Thomas est dehors avec la voiture. Il va nous emmener toutes les deux chez moi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Alors que nous nous tournions pour partir, Christophe nous bloqua le passage. Ce n'est pas juste. Elle ne fait même pas vraiment partie de nous. Bouge, la voix de grand-mère Éléonore était glaciale. Ou je demanderai à la sécurité de te faire sortir. Il s'écarta, mais la haine dans ses yeux me fit tressaillir. Nous traversâmes le restaurant en silence, tous les regards nous suivant. L'air frais de Lyon me frappa le visage en sortant, et je l'inspirai à pleine goulée, essayant de me calmer. Une élégante voiture noire attendait au bord du trottoir. Thomas, le chauffeur de grand-mère Éléonore depuis 30 ans, ouvrit la portière avec un sourire entendu. Mademoiselle Amélie, bienvenue. Thomas c'est tout, dit grand-mère Éléonore alors que nous nous glissions sur la banquette arrière. Il m'a aidé à planifier ça pendant des semaines. La voiture s'éloigna du restaurant, laissant ma famille, mon ancienne famille, debout sur le trottoir, sous le choc. À travers la vitre arrière, je vis Véronique crier quelque chose, son visage tordu de rage. Christophe était au téléphone, appelant probablement un avocat. Mes parents se tenaient ensemble, l'air perdu et brisé. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la culpabilité peut-être, ou de la peur, mais tout ce que je ressentais était un épuisement engourdi mêlé à un étrange sentiment de liberté. « Tu es vraiment en train de mourir ?» demandai-je à grand-mère Éléonore, ma voix faible. « Oui. » Elle prit ma main, sa peau fine comme du papier, mais sa poigne étonnamment forte. « Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu une vie bien remplie, Amélie. J'ai bâti un empire, élevé une famille, laissé ma marque. Maintenant, je peux m'assurer que tout ce pourquoi j'ai travaillé aille à quelqu'un de digne. Je ne sais pas si je peux le faire, avouai-je. Je ne sais pas comment être riche. Je ne sais pas comment diriger tes entreprises. Tu apprendras, dit-elle avec confiance. Tu es intelligente,
travailleuse, et tu as un bon instinct, et tu auras une excellente équipe pour te guider. Je m'en suis assuré. Les lumières de la ville défilaient floues par la fenêtre alors que nous nous dirigions vers sa propriété sur la colline de Fourvière. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant? Grand-mère Éléonore serra ma main. Maintenant, nous te préparons pour ta nouvelle vie, et nous nous assurons que ta famille ne pourra plus jamais te faire de mal. Le lendemain matin, je me réveillai dans l'une des chambres d'amis de grand-mère Éléonore, momentanément désorienté par les draps en soie et la vue sur la ville depuis les baies vitrées. Puis les souvenirs revinrent en cascade. Le restaurant, l'addition, l'annonce, tout. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que je l'avais rallumé. 43 appels manqués de Véronique, 27 de ma mère, 16 de Christophe, des dizaines de SMS allant de la supplication à la menace. Je l'ai parcouru avec un étrange détachement. Tu es égoïste. Pense à la famille. Patricia. Je te détruirai au tribunal. Tu ne verras pas un centime. Véronique. Nous devons parler. Ça peut encore s'arranger. Grégoire. Grand-mère ne réfléchit clairement pas. Aide-nous à la faire évaluer. Christophe. Je posai le téléphone et marchai jusqu'à la fenêtre. Le domaine de grand-mère Éléonore s'étendait sur plus d'1 hectare de terrain de premier choix à Lyon. Le soleil du matin scintillait sur les toits. C'était à moi maintenant, ou le serait bientôt. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Mademoiselle Amélie, le petit déjeuner est prêt, et Madame Éléonore aimerait vous voir dans le bureau. Je trouvai grand-mère Éléonore assise derrière un énorme bureau en acajou, semblant étonnamment énergique malgré la révélation de la veille sur sa santé. Thomas se tenait à proximité, et un homme à l'allure distinguée dans un costume cher était assis en face d'elle. Amélie, voici maître Dubois, mon avocat, dit grand-mère Éléonore. Nous devons passer en revue certaines choses. Maître Dubois se leva, me serrant la main d'une poignée ferme. Mademoiselle Amélie, c'est un plaisir. Votre grand-mère a parlé très élogieusement de vous. Je m'assis, me sentant comme dans un rêve. Maître Dubois ouvrit un portefeuille en cuir et commença à expliquer les détails de la fiducie, des entreprises, des investissements. Des chiffres qui semblaient impossibles nageaient devant mes yeux. 3 milliards d'euros d'actifs liquides, 5 milliards en propriétés et investissements, des participations dans des sociétés pharmaceutiques, des développements immobiliers, des start-up technologiques. Les comptes à accès immédiat sont activés aujourd'hui, expliqua Maître Dubois. 5 millions d'euros pour votre usage personnel pendant que la fiducie est finalisée. Votre grand-mère voulait s'assurer que vous ayez des ressources tout de suite. 5 millions d'euros pour un usage immédiat. J'eus le vertige. Il y a plus, dit grand-mère Éléonore, les yeux vifs. Ta famille va essayer de contester ça. Ils invoqueront l'influence indue, la capacité diminuée, tout ce qu'ils pourront imaginer. Nous devons être préparés. Que peuvent-ils vraiment faire, demandai-je. Maître Dubois se pencha en avant. Légalement, pas grand-chose. Madame Éléonore a des documents prouvant sa santé mentale, y compris des évaluations de 3 médecins distincts. Le testament est blindé. Cependant, ils peuvent rendre le processus difficile, le faire traîner en justice, créer une publicité négative. Qu'ils essaient, dit fermement grand-mère Éléonore. Je documente leur traitement d'Amélie depuis des années. Chaque commentaire cruel, chaque exclusion, chaque incident d'abus financier. S'ils veulent une bataille judiciaire, je les enterrerai sous les preuves. Mon téléphone vibra de nouveau. Véronique. Je le mis en silencieux. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit grand-mère Éléonore. Et quelque chose dans son ton me fit tendre. Ton adoption n'était pas tout à fait ce que tu penses. La pièce sembla basculer. Que veux-tu dire? Elle sortit un dossier de son tiroir de bureau et le fit glisser vers moi. Quand Patricia et Grégoire t'ont adopté, ils ont reçu une somme d'argent substantielle. 750 000 euros pour être exact. C'était destiné à couvrir tes soins, ton éducation, tout ce dont tu aurais besoin en grandissant. Je fixai les documents dans le dossier. Des relevés bancaires, des registres de transfert. Ils avaient touché de l'argent pour m'adopter. D'une fiducie créée par tes parents biologiques, confirma grand-mère Éléonore. Ils sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 5 ans. Ils avaient établi une fiducie pour s'assurer qu'on s'occupe de toi. Patricia et Grégoire ont été approuvés comme parents adoptifs et ont eu accès à ces fonds.
Mes mains tremblaient en parcourant les papiers. 750 000 euros. Et j'avais porté des vêtements de seconde main, fait un BTS avec des prêts étudiants, entendu dire que la famille ne pouvait pas se permettre de m'aider. Ils ont tout dépensé, murmurai-je en voyant les relevés de compte. Des vacances, des voitures, les frais de scolarité de l'école privée de Véronique, le fonds universitaire de Christophe. Ils avaient dépensé mon argent pour tout le monde sauf moi. Oui, dit doucement grand-mère Éléonore. Je ne l'ai découvert moi-même qu'il y a 2 ans. J'enquête depuis lors, rassemblant des preuves. C'est du vol, Amélie. Ils ont volé une enfant. La trahison me coupa plus profondément que tout le reste. Ce n'était pas seulement de la cruauté ou du favoritisme. Ils avaient profité de ma perte, pris l'argent destiné à mes soins et l'avaient utilisé pour gâter leurs enfants biologiques tout en me traitant comme un fardeau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je. Parce que j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin que toute la documentation soit parfaite et légale. Et parce que, elle fit une pause, semblant soudain plus âgée, parce que je savais qu'une fois que tu apprendrais la vérité, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ta relation avec eux, aussi toxique soit-elle, serait complètement terminée. Elle avait raison. Toute petite partie de moi qui avait espéré une réconciliation, qui s'était demandé si j'étais peut-être trop sensible ou ingrate, mourut à cet instant. Ils n'avaient pas seulement été cruels. Ils avaient été des criminels. Qu'est-ce que je fais? Je me sentais perdu, submergé. Tu me laisses gérer ça, dit grand-mère Éléonore. Maître Dubois a déjà intenté une action civile contre Patricia et Grégoire pour détournement de fonds de fiducie. Avec les intérêts sur 22 ans, ils te doivent environ 2,3 millions d'euros. Mon téléphone explosa de nouveau d'appels. Cette fois, c'était mon père. Réponds, dit grand-mère Éléonore. Mets-le sur haut-parleur. Écoutons ce qu'il a à dire. Les mains tremblantes, j'acceptai l'appel. Amélie. La voix de Grégoire était désespérée. Amélie, s'il te plaît, nous devons parler. Ta grand-mère ne réfléchit pas clairement. Elle me semble parfaitement claire, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. C'est de la folie. Tu ne peux pas penser que tu mérites toute sa fortune. Tu es avec nous depuis 22 ans, et soudain tu te retournes contre nous dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a de l'argent en jeu, répétai-je. Tu veux dire comme les 750 000 euros que vous avez pris pour m'adopter? L'argent que vous avez dépensé pour tout le monde sauf moi. Silence. Puis, je ne sais pas quel mensonge elle t'a raconté. Les relevés bancaires ne mentent pas, papa. Le mot avait un goût amer. Maître Dubois a toute la documentation. Tu m'as volé. Vous m'avez volé tous les deux. La voix de Patricia retentit au téléphone, stridente de panique. Cet argent était pour t'élever, pour te loger, te nourrir. Vous m'avez donné des vêtements d'occasion et m'avez fait payer mes propres études, dis-je. Pendant ce temps, Véronique avait des vêtements de marque et une place dans une université privée entièrement payée. Christophe a eu une voiture neuve à 16 ans. Je n'ai rien eu. Tu es ingrate, tenta Grégoire. Nous t'avons donné un foyer. Vous m'avez donné une prison, dis-je. Les mots semblaient puissants, libérateurs. Vous m'avez fait me sentir sans valeur chaque jour, et vous l'avez fait en dépensant de l'argent qui m'était destiné. On se battra, menaça Patricia. On t'emmènera au tribunal. S'il vous plaît, faites-le, intervint grand-mère Éléonore. J'adorerais vous voir expliquer les registres financiers à un juge. Expliquez comment vous avez pris l'argent destiné à une enfant de 5 ans en deuil et l'avez dépensé en vacances de luxe. L'appel se termina brusquement. Ils avaient raccroché, probablement pour appeler leur propre avocat. Je sentis la main de Maître Dubois sur mon épaule. Mademoiselle Amélie, je sais que c'est accablant, mais vous devez comprendre. Vous avez toutes les cartes en main. Ils n'ont aucun fondement juridique. Ils essaieront quand même, dis-je. Bien sûr qu'ils le feront, acquiesça grand-mère Éléonore. Mais ils perdront. Et quand ce sera le cas, tu n'auras plus jamais à les revoir. 3 jours plus tard, l'histoire éclata dans les médias. D'une manière ou d'une autre, et je soupçonnais Véronique d'être derrière tout ça, les détails du changement de testament de grand-mère Éléonore avaient fuité dans la presse. Une milliardaire déshérite sa famille pour sa petite-fille adoptive, titraient les journaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des journalistes voulant des déclarations.
J'avais emménagé temporairement dans la propriété de grand-mère Éléonore, incapable de faire face à mon appartement, dont ma famille connaissait l'adresse. Thomas avait récupéré mes affaires, et je vivais dans une étrange bulle de luxe et de chaos. La réaction du public était partagée. Certains louaient grand-mère Éléonore pour avoir récompensé le caractère plutôt que le sang. D'autres me traitaient de croqueuse de diamants manipulatrice qui avait séduit une femme âgée pour sa fortune. Les sections de commentaires étaient brutales. Elle a dû coucher avec l'avocat de la vieille dame ou quelque chose comme ça. Alerte à la croqueuse de diamants. Cette fille savait exactement ce qu'elle faisait. Bien joué Éléonore. La famille, ce n'est pas le sang. C'est la façon dont on traite les gens. Cette fille adoptive va dilapider des milliards en un an. Vous verrez. J'essayais d'ignorer, mais les mots s'insinuaient sous ma peau. Avais-je eu tort d'accepter ça? Aurais-je dû refuser le cadeau de grand-mère Éléonore? Arrête de lire ça, dit grand-mère Éléonore, me trouvant penché sur mon ordinateur portable dans la bibliothèque. Elle semblait plus fragile qu'il y a quelques jours, le cancer progressant clairement. Les gens auront toujours des opinions. Laisse-les parler. Ils disent des choses horribles sur moi, dis-je. Ils ont dit des choses horribles sur moi quand j'ai bâti ma première entreprise, répondit-elle en s'installant dans le fauteuil à côté de moi. Ils disaient que j'étais trop agressive, trop masculine, trop ambitieuse. Qu'une femme ne pouvait pas réussir dans l'industrie pharmaceutique. Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Elle prit ma main, sa poigne plus faible maintenant. Tu leur prouveras qu'ils ont tort aussi, Amélie. Pas en te défendant, mais en étant exactement qui tu es, gentille, travailleuse, pleine de principes. Cet après-midi-là, Maître Dubois arriva avec des nouvelles. Patricia et Grégoire ont officiellement déposé une plainte pour contester le testament. Il invoque la capacité diminuée et l'influence indue. Laissez-moi voir, dit grand-mère Éléonore. Maître Dubois lui tendit les documents juridiques. Je lus par-dessus son épaule, ma colère montant à chaque mot. Il prétendait que j'avais isolé grand-mère Éléonore de sa famille, que j'avais manipulé une femme âgée malade, que j'avais profité de son état mental déclinant. C'est ridicule, dis-je. Je ne savais même pas pour le cancer avant cette nuit-là. Nous avons des preuves du contraire, m'assura Maître Dubois, y compris des témoignages du personnel médical, d'amis, d'associés. Il se raccroche aux branches. Mais quelque chose dans l'expression de Maître Dubois me rendit nerveuse. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Il échangea un regard avec grand-mère Éléonore. Véronique a engagé un détective privé. Il fouille dans ton passé, cherchant tout ce qu'ils peuvent utiliser contre toi. Mon estomac se noie. Il n'y a rien à trouver. Nous le savons, dit grand-mère Éléonore. Mais ils essaieront de créer quelque chose. De déformer des situations innocentes. De sortir les choses de leur contexte. Comme par hasard, mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je répondis. Amélie? C'est si bon de vous joindre enfin. La voix était inconnue. Mielleuse. Je suis Jennifer Collin de Lyon Scène Magazine. J'aimerais discuter de votre relation avec Éléonore. Pas de commentaires, dis-je, me préparant à raccrocher. Attendez, j'ai juste quelques questions sur les allégations. Quelles allégations? Concernant votre entreprise. Il y a des questions sur l'origine de votre capital de démarrage. Certaines personnes suggèrent qu'Éléonore l'a financé il y a des années. Que vous planifiez cette prise de contrôle depuis longtemps. Mon sang se glaça. Ce n'est pas vrai. J'ai bâti mon entreprise avec mon propre argent. Pouvez-vous le prouver? Avez-vous des documents? Je raccrochai, les mains tremblantes. Ils essaient de créer une narration, dit sombrement Maître Dubois. Que vous avez préparé Éléonore pendant des années. Que tout ce que vous avez accompli était en réalité son argent. Mais ce n'était pas le cas. J'ai des documents de prêt, des registres commerciaux. Nous le savons, apaisa grand-mère Éléonore. Et nous le prouverons. Mais Amélie, tu dois te préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. Elle avait raison. Le soir même, les réseaux sociaux étaient inondés de théories. Des comptes anonymes, probablement ma famille, répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais échoué à mon BTS. J'avais obtenu mon diplôme avec mention. Que mon entreprise était en faillite. Elle était florissante. Que j'avais eu de multiples liaisons avec des hommes riches plus âgés.
J'avais à peine eu de rendez-vous depuis des années. La rumeur la plus cruelle était que j'avais d'une manière ou d'une autre causé la mort de mes parents biologiques pour accéder à leur fonds en fiducie. J'avais 5 ans quand ils sont morts, mais les faits n'importaient pas aux trolls d'Internet. Je fermais mon ordinateur portable, nauséeuse. Mademoiselle Amélie. Thomas apparut à la porte de la bibliothèque. Il y a des journalistes au portail. Un bon nombre d'entre eux. Je marchais jusqu'à la fenêtre donnant sur l'avant de la propriété. Des camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue. Des caméras étaient pointées sur la maison. Ma vie privée était désormais un spectacle public. C'est ce qu'ils veulent, dis-je doucement. Ils veulent que je craque, que je fasse quelque chose qui me donne une mauvaise image. Alors ne leur donne pas cette satisfaction, dit grand-mère Éléonore. Elle avait l'air épuisée, mais ses yeux étaient toujours féroces. Nous combattons cela de la bonne manière, avec la vérité, les preuves et la dignité. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je rejouais sans cesse des moments de mon enfance. Patricia me disant que j'avais de la chance qu'il m'ait recueilli. Véronique riant quand je n'étais pas invité à sa fête d'anniversaire. Christophe me poussant dans la piscine lors d'une réunion de famille pendant que tout le monde riait. Chaque moment d'exclusion, chaque cruauté désinvolte, tout menait à ce moment. Vers 2 heures du matin, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu vas le regretter. On va te détruire. Véronique me menaçant depuis un téléphone prépayé. Je fis une capture d'écran et l'envoyai à Maître Dubois. Une preuve. Grand-mère Éléonore m'avait bien appris. Le lendemain matin apporta un nouveau développement. Christophe se présenta à la propriété, réussissant d'une manière ou d'une autre à passer la sécurité. Je le trouvai dans le hall en train de se disputer avec Thomas. Je dois voir Amélie, disait-il. S'il vous plaît, c'est important. C'est bon, Thomas, dis-je, bien que mon cœur s'emballe. Je vais lui parler. Christophe avait l'air terrible, mal rasé, ses vêtements froissés, des cernes sous les yeux. Rien à voir avec le banquier policé avec qui j'avais grandi. Amélie, s'il te plaît, dit-il. Nous devons arranger ça. La famille est en train de s'effondrer. La famille s'est effondrée il y a longtemps, dis-je. Tu ne le remarques que maintenant parce qu'il y a de l'argent en jeu, ce n'est pas juste. Je sais que nous n'avons pas toujours été. Je sais que nous aurions pu être meilleurs avec toi, mais ça? Il fit un geste vers le domaine. Nous exclure complètement. C'est trop. Trop? Ma voix monta malgré ma tentative de rester calme. Christophe, tu m'as poussé dans une piscine quand j'avais 12 ans et j'ai failli me noyer parce que je ne savais pas nager. Personne ne m'a appris parce que les leçons de natation étaient pour la vraie famille. Véronique a dit à tout le monde à l'école que j'étais adopté parce que mes vrais parents ne voulaient pas de moi. Maman a oublié mon anniversaire 3 ans de suite. Papa m'a dit que je devrais être reconnaissante pour les miettes. Et vous avez tous dépensé 750 000 € qui m'étaient destinés pendant que je travaillais 3 emplois pour payer mon BTS. Le visage de Christophe devint blanc. Je n'étais pas au courant pour cet argent. Je te le jure. Tu n'étais pas au courant parce que tu n'as jamais demandé. Aucun d'entre vous n'a jamais posé de questions sur moi, sur ma vie, sur si j'allais bien. Les mots sortirent d'un trait. Des années de douleur trouvant enfin une voix. Tu veux réparer la famille? Il n'y a rien à réparer. Elle était brisée depuis le début. Amélie, s'il te plaît. Sors. Ma voix était stable maintenant, froide. Sors de cette maison et ne reviens pas, tu fais une erreur, dit Christophe. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Quand grand-mère ne sera plus là, tu n'auras personne. Je n'avais déjà personne, dis-je. Au moins maintenant, j'aurai les ressources pour construire une vraie vie. Thomas raccompagna Christophe à la porte. À travers la fenêtre, je regardais mon frère marcher jusqu'à sa voiture, les épaules affaissées. Pendant un instant, juste un instant, je ressentis une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la culpabilité, mais une triste reconnaissance de ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi différemment. Cet après-midi-là, Maître Dubois convoqua une réunion d'urgence. Son expression était grave. L'équipe juridique de Véronique a trouvé quelque chose, dit-il. Ou plutôt, ils prétendent avoir trouvé quelque chose. Ils allèguent que vous avez falsifié des documents liés à votre entreprise, en particulier des contrats avec des clients. Ils essaient de vous dépeindre comme malhonnête,
quelqu'un capable de manipuler Éléonore. C'est insensé, dis-je. Tous mes contrats sont légitimes. Nous le savons, mais il dépose une requête pour retarder la procédure de succession en attendant une enquête. C'est une tactique dilatoire, mais ça pourrait fonctionner. La main de grand-mère Éléonore frappa le bureau, nous surprenant tous les deux. Malgré sa fragilité, la colère lui donnait de la force. Absolument pas. Maître Dubois, déposez une requête d'urgence pour accélérer la procédure. Je veux que ce soit réglé avant. Elle ne termina pas sa phrase. Avant sa mort. Éléonore, vous devriez vous reposer, commença Maître Dubois. Je me reposerai quand ce sera fini, lança-t-elle. Ma petite fille est attaquée par des vautours se faisant passer pour une famille. Nous mettons fin à cela maintenant. Maître Dubois hocha la tête et sortit son téléphone, s'éloignant pour passer des appels. Grand-mère Éléonore se tourna vers moi, ses yeux féroces malgré l'épuisement évident sur son visage. Amélie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je tiens une conférence de presse demain. Je vais dire la vérité. Toute la vérité. Sur l'argent volé, les abus, tout. Mais j'ai besoin que tu sois là avec moi. Le monde a besoin de te voir, de t'entendre directement. La terreur m'envahit. Je ne peux pas. Je vais dire quelque chose de travers. Je vais. Tu seras parfaite, dit-elle fermement. Parce que tu diras la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. Cette nuit-là, je dormis à peine de nouveau. Je répétais ce que je pourrais dire, puis j'abandonnais. Comment résumer 22 ans de douleur en quelques minutes? Comment faire comprendre à des étrangers? La conférence de presse était prévue à 14 heures au bureau de grand-mère Éléonore en centre-ville. Quand Thomas nous y conduisit, la présence médiatique était écrasante, des caméras partout, des journalistes criant des questions, une foule de badauds documentant tout sur leur téléphone. Maître Dubois avait préparé une déclaration, mais quand je regardais grand-mère Éléonore, vraiment je la regardais, je vis à quel point cela lui coûtait. Elle était en train de mourir, utilisant ses dernières réserves de force pour se battre pour moi. La salle de conférence était bondée, les caméras tournaient, les lumières vives, l'air épais d'anticipation. Grand-mère Éléonore était assise à côté de moi à une longue table, Maître Dubois de l'autre côté. Elle avait l'air petite mais incassable. Merci d'être venue, commença-t-elle, sa voix étonnamment forte. Je suis ici pour répondre aux rumeurs et allégations entourant mon testament et ma petite fille Amélie. Elle exposa tout. La documentation des abus, l'argent du fonds en fiducie volé, des années de manipulation émotionnelle et financière. Elle montra des relevés bancaires, des évaluations médicales prouvant sa santé mentale. Des témoignages d'associés. C'était méthodique, dévastateur, irréfutable. Certains ont suggéré qu'Amélie m'a manipulé, dit grand-mère Éléonore, son regard balayant la pièce. La vérité est le contraire. Ma famille biologique l'a manipulée. Ils ont pris une enfant de 5 ans en deuil et l'ont utilisée comme punching ball pour leurs propres insuffisances. Ils l'ont volée, rabaissée et lui ont fait se sentir sans valeur. Malgré tout cela, Amélie a construit une vie, une entreprise prospère. Elle est devenue gentille, compatissante, travailleuse, tout ce qu'ils ne sont pas, puis elle fit un geste vers moi. Amélie aimerait dire quelques mots. Ma bouche devint sèche. Tous les yeux dans la pièce étaient sur moi. Je pouvais voir le jugement, la curiosité, le scepticisme. Je m'éclaircis la gorge. Je ne sais pas quoi dire que ma grand-mère n'ait pas déjà dit. Je n'ai jamais voulu cette attention. Je n'ai jamais voulu être riche ou célèbre ou impliqué dans des batailles juridiques. Ma voix se stabilisa alors que je continuais. Je voulais juste une famille qui m'aime. Je voulais des parents qui se souciaient de savoir si j'allais bien, des frères et sœurs qui célébraient mes succès au lieu de s'en moquer. Je voulais appartenir à quelque part. Je regardais directement les caméras. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis une croqueuse de diamants, que j'ai manipulé une femme mourante pour de l'argent, mais je ne savais même pas pour l'héritage avant cette nuit-là au restaurant. Je ne savais pas que ma grand-mère était malade. Je ne savais pas pour l'argent du fonds en fiducie volé. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois de plus, ma famille m'humiliait et exigeait que je paie pour ce privilège. Les larmes menaçaient, mais je continuais. Ma grand-mère me donne sa fortune parce qu'elle croit en qui je suis, pas parce que je l'ai demandé. Et je vais honorer cette confiance en étant exactement celle qu'elle voit.
Quelqu'un qui construit des choses, aide les gens et refuse d'être cruel juste parce que c'est plus facile. Les questions fusèrent rapidement après cela. Des journalistes criaient, des caméras flashaient. Mais Maître Dubois les gérait avec expertise, et grand-mère Éléonore était assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. Alors que nous terminions, Véronique fit irruption par les portes. La sécurité se déplaça pour l'arrêter, mais elle criait déjà. Tout ça, c'est des mensonges. Elle vous a tous lavé le cerveau. Le maquillage de Véronique était maculé. Sa robe de créateur froissée. Elle avait l'air déséquilibrée. C'est moi la vraie victime ici. Cette gosse adoptée a volé mon héritage. Les caméras se tournèrent vers elle, capturant chaque seconde de sa crise. Madame Véronique, lança un journaliste. Et les allégations selon lesquelles vos parents ont volé l'argent du fonds en fiducie destiné à Amélie. Cet argent était à nous. Nous l'avons gagné en élevant cette garce ingrate. Vous avez gagné 750 000 € pour avoir traité une enfant comme une ordure, demanda un autre journaliste. Véronique réalisa son erreur trop tard. Les caméras avaient tout enregistré. Son aveu, sa rage, son absence totale de remords. Faites-la sortir d'ici, dit Maître Dubois à la sécurité. Alors que Véronique était escortée dehors, criant toujours des menaces, je regardais les journalistes taper frénétiquement sur leur téléphone. La narration venait de changer. Véronique leur avait donné le méchant dont ils avaient besoin, et ce n'était pas moi. Grand-mère Éléonore serra ma main. Eh bien, dit-elle doucement. Je ne pense pas que nous aurions pu mieux planifier ça si nous avions essayé. Malgré tout, je faillis sourire. Véronique s'était détruite elle-même, et elle l'avait fait devant les caméras pour que le monde entier le voie. La vidéo de la crise de Véronique devint virale en quelques heures. Le soir, elle avait été vue plus de 10 millions de fois. Les chaînes d'information la diffusaient en boucle, disséquant chaque mot, chaque expression déséquilibrée. Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires. A-t-elle vraiment admis qu'ils ont pris de l'argent pour élever une enfant adoptée? Cette famille est toxique. Amélie mérite tout. Véronique vient de détruire sa propre affaire en moins de 60 secondes. Brillant. Ce regard sur son visage quand elle a réalisé ce qu'elle a dit. Inestimable. L'opinion publique bascula du jour au lendemain. Ce qui avait été une conversation partagée devint un raz-de-marée de soutien pour moi et de condamnation pour ma famille. Des mèmes se répandirent. Des vidéos de commentaires analysaient la situation. Des experts juridiques donnèrent leur avis, tous s'accordant à dire que l'aveu de Véronique avait essentiellement torpillé toute chance de contester le testament. Je regardais tout cela depuis le bureau de grand-mère Éléonore, encore en train de digérer. Maître Dubois était assis en face de moi, l'air satisfait. Leur dossier juridique vient de s'effondrer, dit-il. L'aveu de Véronique qu'ils ont gagné l'argent du fonds en fiducie en vous élevant est essentiellement une confession de détournement de fonds. Combiné avec la documentation que nous avons déjà, ils n'ont aucune base sur laquelle s'appuyer. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, leurs avocats vont essayer de limiter les dégâts, mais il est trop tard. L'audience au tribunal est dans 3 jours. Je serais choqué si le juge ne statuait pas en notre faveur immédiatement. Il fit une pause. Il y a aussi l'aspect pénal. Le bureau du procureur a pris contact. Ils envisagent des poursuites pour fraude contre Patricia et Grégoire. Des poursuites pénales. Mes parents pourraient aller en prison. Grand-mère Éléonore entra dans le bureau, se déplaçant lentement avec le soutien de Thomas. Elle avait rapidement décliné depuis la conférence de presse, l'effort ayant épuisé ses réserves. Mais ses yeux étaient toujours vifs. N'aie pas l'air si inquiète, dit-elle en s'installant dans son fauteuil. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils en affrontent les conséquences. Ce sont toujours mes parents, dis-je doucement. Ou ils étaient censés l'être. Ils n'ont jamais été tes parents, dit fermement grand-mère Éléonore. Les parents protègent leurs enfants, les aiment, les soutiennent. Ce que Patricia et Grégoire ont fait, c'est de l'exploitation, pure et simple. Mon téléphone vibra. Un autre message, mais celui-ci me glaça le sang. Je sais où tu habites maintenant. Ce n'est pas fini. Je le montrai à Maître Dubois, qui passa immédiatement un appel. Je fais déposer une ordonnance restrictive aujourd'hui et j'augmente la sécurité à la propriété. Elle est désespérée, observa grand-mère Éléonore. Les gens désespérés font des choses dangereuses.
Elle avait raison. Au cours des 2 jours suivants, le comportement de Véronique devint de plus en plus erratique. Elle se présenta à mon ancien immeuble, criant sur les locataires. Elle publia de longs discours incohérents sur les réseaux sociaux, chacun plus déséquilibré que le précédent. Elle prétendit que j'avais utilisé la sorcellerie pour manipuler grand-mère Éléonore, que je faisais partie d'un complot, qu'elle était la vraie victime d'abus sur personnes âgées. Chaque publication ne faisait qu'empirer les choses pour elle. Le public la regardait s'autodétruire en temps réel, et toute sympathie qui aurait pu exister s'évapora. Christophe tenta une approche différente. Il participa à une émission d'information locale, se présentant comme le juste milieu raisonnable. « Écoutez, je pense qu'il y a eu des erreurs des 2 côtés, dit-il sincèrement à la caméra. Oui, peut-être n'avons-nous pas été aussi accueillants envers Amélie que nous aurions dû l'être, mais exclure toute la famille pour des désaccords d'enfance, cela semble extrême. » L'intervieweur ne tomba pas dans le panneau. « Monsieur Christophe, êtes-vous au courant que vos parents ont reçu 3/4 million d'euros destinés aux soins d'Amélie, qu'ils auraient dépensés pour votre éducation et celle de votre sœur ?» Le sang-froid de Christophe se fissura. Cet argent était pour toute la famille. Amélie en a profité aussi. Elle portait des vêtements d'occasion tandis que votre sœur avait des vêtements de marque. Elle a contracté des prêts pour son BTS tandis que vous fréquentiez une université privée entièrement financée. Comment exactement en a-t-elle profité ? Christophe mit fin à l'interview prématurément, mais le mal était fait. Le public vit clair dans son jeu. Mon père tenta encore une autre tactique, faisant appel à la sympathie. Il donna une interview larmoyante sur le fait qu'il m'avait aimé comme une fille, que cela lui brisait le cœur, que les familles devraient se pardonner. Nous avons fait des erreurs, dit Grégoire, la voix brisée. Quel parent n'en a pas fait ? Mais être complètement coupé, être accusé de vol, ça nous détruit. Patricia peut à peine sortir du lit. Le mariage de Christophe en souffre. Véronique fait une dépression. Tout ça parce que nous n'étions pas parfaits. L'intervieweur, le même qui avait démonté Christophe, ne montra aucune pitié. Monsieur Grégoire, vous décrivez ce que vous avez fait comme n'étant pas parfait. Mais les enquêteurs ont documenté des années d'abus émotionnels, d'exploitation financière et d'exclusion systématique d'Amélie des activités familiales. Cela va au-delà de l'imperfection. Ce n'est pas de l'abus. C'est juste de la dynamique familiale. Chaque famille a ses problèmes. Chaque famille ne vole pas 3/4 million d'euros à un enfant. Mon père quitta le plateau aussi. Mais l'approche de ma mère fut la plus calculée. Patricia engagea une agence de relations publiques et donna une interview soigneusement préparée à un journaliste sympathique. Elle portait une robe simple, un maquillage minimal, se positionna sous un éclairage doux. Elle pleura au bon moment. « J'ai aimé Amélie dès l'instant où nous l'avons ramenée à la maison », dit Patricia en s'épongeant les yeux. C'était cette belle petite fille brisée qui avait tout perdu. Je voulais lui donner une famille, un foyer, de l'amour. Oui, nous étions plus stricts avec elle qu'avec nos enfants biologiques. C'était peut-être une erreur, mais nous essayions de la préparer à un monde difficile. Nous savions qu'elle ferait face à des défis en tant qu'enfant adopté, et nous voulions qu'elle soit forte. Le journaliste avala tout. Et l'argent. Cet argent était destiné à ses soins, et c'est à cela que nous l'avons utilisé. Le logement, la nourriture, les charges. Élever un enfant coûte cher. Peut-être aurions-nous dû documenter chaque dépense, mais nous étions une famille, pas une entreprise. Elle regarda directement la caméra. Amélie, si tu regardes, s'il te plaît, sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler sans avocat, sans les médias, juste de mère à fille ? Je regardai l'interview avec grand-mère Éléonore et maître Dubois. Quand ce fut terminé, je me sentis mal. Elle est douée, admit maître Dubois. C'est l'image la plus sympathique qu'ils aient eue depuis le début. C'est une menteuse, dis-je platement. Elle ne m'a jamais aimé. C'est juste une autre manipulation. Je sais, dit grand-mère Éléonore. Mais certaines personnes la croiront. La question est, est-ce que ça t'importe ? Est-ce que ça m'importait ? J'y pensais. Une semaine auparavant, j'aurais pu m'en soucier désespérément. J'aurais voulu que tout le monde sache la vérité, voit Patricia pour ce qu'elle était vraiment. Mais maintenant. Non, dis-je. Je me fiche de ce que pensent les étrangers. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Grand-mère Éléonore sourit.
Bien, ma fille. L'audience au tribunal arriva par un matin gris à Lyon. Le palais de justice était entouré de médias, de manifestants tenant des pancartes pour et contre moi, de curieux espérant un aperçu du drame. Maître Dubois avait arrangé que nous entrions par une entrée privée, mais je pouvais encore entendre le bruit à l'extérieur. Grand-mère Éléonore avait l'air fragile dans son fauteuil roulant. Nous l'avions finalement convaincu d'en utiliser un, mais sa colonne vertébrale était toujours droite. Je lui tins la main en entrant dans la salle d'audience. Ma famille était déjà là. Patricia, Grégoire, Christophe et Véronique étaient assis à la table des accusés avec leur équipe d'avocats. Patricia avait maintenu l'apparence douce et sympathique de son interview. Grégoire avait l'air fatigué et vaincu. Christophe n'osait pas croiser mon regard. Mais Véronique me fixait avec une haine pure. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années nommée juge Morrison, entra et tout le monde se leva. Il s'agit d'une audience concernant le testament d'Éléonore Dubois et la contestation déposée par Patricia Dubois et sa famille, commença la juge Morrison. J'ai examiné la documentation soumise par les deux parties. Avocat, vos déclarations liminaires. L'avocat de la famille commença, un homme habile nommé Robert, qui argua que grand-mère Éléonore avait été indûment influencée, que sa maladie avait altéré son jugement, que le testament devrait être annulé en faveur de la version précédente. Puis maître Dubois se leva. Il n'argumenta ni ne plaida. Il présenta simplement des faits. Les relevés bancaires montrant l'argent du fonds en fiducie volé. Les évaluations médicales de 3 médecins distincts confirmant la santé mentale de grand-mère Éléonore. Les témoignages d'associés sur son acuité mentale. La documentation des abus que j'avais subis. Des photos, des enregistrements, des déclarations de témoins. Et enfin, la vidéo virale de la confession de Véronique. Votre honneur, conclut maître Dubois, il ne s'agit pas d'un cas d'influence indue. Il s'agit d'une femme choisissant de léguer sa succession à quelqu'un qui le mérite et d'une famille en colère que leur victime ait enfin échappé à leur contrôle. L'avocat de Patricia tenta de contrer, mais la juge Morrison le coupa. J'en ai assez vu, dit-elle. Les preuves sont accablantes. Madame Éléonore Dubois était clairement saine d'esprit lorsqu'elle a exécuté son Nouveau Testament. La documentation des abus est étendue et crédible, et l'aveu de Véronique Dubois que la famille a gagné de l'argent destiné aux soins d'Amélie confirme essentiellement les allégations d'exploitation financière. Mon cœur commença à s'emballer. De plus, continua la juge Morrison, le comportement manifesté par les parties contestataires au cours de cette procédure, y compris les menaces, le harcèlement et la diffamation publique, ne fait que renforcer le bien-fondé de la décision de Madame Dubois. Une famille qui aimait vraiment Amélie ne l'aurait jamais traitée de cette façon, ni avant ni après le changement de testament. Véronique se leva, incapable de se contenir. C'est. Vous ne pouvez pas, asseyez-vous, ordonna la juge Morrison. Ou je vous placerai en état d'outrage au tribunal. Véronique s'assit, mais sa fureur était palpable. Je statue en faveur du testament tel qu'exécuté, déclara la juge Morrison. La contestation est rejetée sans possibilité de recours. De plus, j'ordonne à Patricia et Grégoire Dubois de payer la restitution des fonds de fiducie détournés, 750 000 € plus les intérêts sur 22 ans, totalisant environ 2,3 millions d'euros. Ils ont 90 jours pour payer intégralement. La salle d'audience explosa. Patricia s'effondra sur sa chaise, sanglotant. Grégoire semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Christophe mit sa tête dans ses mains. Véronique se mit à crier des obscénités jusqu'à ce que des huissiers l'escortent dehors. J'étais assise, figée, incapable de réaliser que c'était fini. Nous avions gagné. Complètement, de manière décisive, irrévocable. Grand-mère Éléonore serra ma main. C'est fait, ma chérie. Tu es libre. Les médias nous assaillirent en quittant le palais de justice, mais maître Dubois et Thomas créèrent une barrière. J'entendais les questions crier. Comment je me sentais? Qu'est-ce que je ferais de l'argent? Avais-je un message pour ma famille? Mais je ne répondis pas. J'aidai simplement grand-mère Éléonore à monter dans la voiture et laisser Thomas nous emmener. De retour à la propriété, grand-mère Éléonore était épuisée mais satisfaite. Je peux mourir heureuse maintenant, dit-elle, et les mots me frappèrent comme un coup physique. Ne dis pas ça, murmurai-je. S'il te plaît. Oh, Amélie. Elle me prit le visage entre ses mains fines. Je n'ai pas peur. J'ai vu la justice être rendue.
Je sais que ma fortune sera utilisée pour le bien. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Au cours des 3 semaines suivantes, je regardais grand-mère Éléonore s'éteindre. Elle glissait entre conscience et inconscience. Parfois lucide, parfois perdue dans ses souvenirs. Je restais à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant de mes projets pour la fondation. Je voulais créer quelque chose pour aider les enfants adoptés qui étaient maltraités ou exploités. C'est parfait, murmura-t-elle lors d'un de ces moments de clarté. Aide les autres comme toi à briser le cycle. Je le ferai, promis-je. Je te rendrai fier. Tu l'as déjà fait. Son sourire était paisible. Tu leur as survécu, Amélie. Tu es restée gentille quand ils étaient cruels. Tu as travaillé dur quand ils ont essayé de te briser. Tu es tout ce que j'espérais que tu sois. Elle mourut un mardi matin, alors que je lui tenais la main et que le soleil entrait par la fenêtre. Ses derniers mots furent « Merci d'avoir été ma vraie famille ». Je restai longtemps avec elle après, pleurant la femme qui m'avait sauvé, qui m'avait aimé, qui m'avait donné un avenir. La seule grand-mère que j'ai jamais vraiment eue. Les funérailles furent privées, juste moi, Thomas, maître Dubois et quelques amis proches de grand-mère Éléonore. Ma famille n'était pas invitée, bien que Patricia ait essayé de s'incruster et ait été repoussée par la sécurité. Dans les semaines qui suivirent, le transfert complet des actifs fut finalisé. J'étais désormais l'unique héritière d'une fortune de 3 milliards d'euros. Le chiffre était encore incompréhensible, mais j'étais déterminé à honorer l'héritage de grand-mère Éléonore. La première chose que je fis fut de créer la fondation Éléonore Dubois pour les enfants adoptés. Non pas parce que ça sonnait bien ou me donnait l'air charitable, mais parce que je savais de première main combien d'enfants étaient piégés dans des situations comme la mienne. La fondation fournirait un soutien juridique, des conseils, un hébergement d'urgence et un financement éducatif pour les enfants adoptés victimes d'abus ou d'exploitation. La deuxième chose que je fis fut d'engager une excellente équipe de direction pour les entreprises de grand-mère Éléonore. Je n'étais pas prête à diriger des sociétés milliardaires, mais je pouvais apprendre. J'assistais à toutes les réunions, posais des questions, étudiais le soir. Lentement, je commençais à comprendre l'empire qu'elle avait bâti. La chute de ma famille fut rapide et brutale. Incapables de payer les 2,3 millions d'euros de restitution, Patricia et Grégoire furent contraints de vendre leur maison, leur voiture, tout ce qui avait de la valeur. Ils déménagèrent dans un petit appartement dans un quartier difficile. Ironique, considérant qu'ils avaient toujours méprisé les gens qu'ils jugeaient inférieurs. Grégoire fut accusé de fraude pour le vol du fonds en fiducie et condamné à 3 ans de prison. Patricia en reçut 2. Christophe, qui avait bénéficié de l'argent volé par son éducation, fut tenu de rembourser sa part, environ 400 000 euros. Son mariage s'effondra sous la pression financière, et aux dernières nouvelles, il cumulait 2 emplois pour effectuer les paiements. Mais le sort de Véronique fut le plus satisfaisant. Sa crise virale avait détruit toute crédibilité qu'elle avait. Son mari divorça, emportant leur maison et la plupart de leurs biens. Elle avait beaucoup investi dans un projet de restaurant qui échoua de manière spectaculaire, la laissant profondément endettée. Le détective privé qu'elle avait engagé pour trouver des saletés sur moi la poursuivait maintenant pour honoraires impayés. Elle avait essayé d'écrire un livre de révélation, mais les éditeurs le rejetèrent après que les vérificateurs de faits les trouvaient pleins de mensonges. Elle avait tenté de lancer une chaîne YouTube, mais les commentaires étaient si brutaux qu'elle la supprima. Elle avait même essayé de se réconcilier avec moi, non par remords sincères, mais dans l'espoir désespéré que je lui donne de l'argent. J'avais lu son email une fois. Amélie, je sais que nous avons une eau différente, mais nous sommes toujours sœurs. La famille pardonne à la famille. J'ai des difficultés en ce moment, et je sais que tu vas bien. Peut-être pourrions-nous nous retrouver pour un café, parler du passé et construire un avenir ensemble. Je le supprimai sans répondre. 6 mois après la mort de grand-mère Éléonore, je me tenais dans le nouveau siège de la Fondation, un bel immeuble du centre de Lyon dédié à aider les enfants comme j'avais été. Les murs étaient couverts de photos d'enfants que nous avions déjà aidés. Des histoires d'évasion et de nouveaux départs. Thomas se tenait à mes côtés, ayant accepté un poste de directeur des opérations de la Fondation. Madame Éléonore serait fière, dit-il. Je l'espère, répondis-je. Mon téléphone vibra. Un autre message de ma famille. Il n'arrêtait jamais d'essayer. Celui-ci était de Christophe. Amélie, maman et papa ont des difficultés. Papa est en prison. Maman survit à peine.
Je sais que tu es en colère, mais ce sont toujours tes parents. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de les aider? Je tapais ma réponse avec soin. Ils n'ont jamais été mes parents. C'étaient des gens qui ont pris de l'argent pour m'élever et qui m'ont plutôt utilisé comme punching ball pour leurs insuffisances. Je ne leur dois rien. Mais je te propose un marché. Je ferai don du montant exact qu'ils m'ont volé, 750 000 €, à un fonds aidant les enfants adoptés à échapper aux familles abusives, en leur nom. Ce sera le seul héritage qu'ils auront. J'appuyai sur envoyer et bloquai son numéro. Un an plus tard, je fis la couverture d'un magazine économique. Non pas comme la fille adoptive qui avait hérité de milliards, mais comme une PDG dirigeant plusieurs entreprises prospères et une fondation en pleine croissance qui avait aidé plus de 500 enfants. L'article se concentrait sur mon travail, ma vision, mes réalisations. Il y avait une petite mention de mon drame familial, mais c'était du passé maintenant. La narration avait changé. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus la croqueuse de diamants ou la manipulatrice. J'étais simplement Amélie, une femme qui avait survécu, prospéré et choisi d'aider les autres à faire de même. J'avais entendu par des connaissances communes que Véronique travaillait dans le télémarketing, joignant à peine les deux bouts. Que Patricia, libérée de prison, vivait dans un refuge pour femmes. Que Grégoire était toujours incarcéré, sa santé déclinant. Que Christophe était en faillite, son éducation coûteuse ne valant rien sans les relations et l'argent qu'il avait toujours soutenu. Une partie de moi, la partie qui se souvenait d'avoir été une petite fille blessée, ressentit une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la pitié, juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences, que la cruauté finit par revenir. Ma famille ne s'est jamais remise de sa chute. Les tentatives de Véronique de reconstruire sa vie échouèrent à plusieurs reprises, chaque entreprise s'effondrant sous le poids de sa réputation et de ses mauvaises décisions. Patricia et Grégoire vécurent leurs dernières années dans la pauvreté et l'isolement, leurs enfants biologiques trop absorbés par leur propre lutte pour les aider. L'orgueil de Christophe ne lui permit jamais d'accepter des emplois qu'il jugeait indignes de lui, le maintenant perpétuellement au bord de la ruine financière. Ils avaient bâti leur vie sur des fondations de cruauté et de sentiments que tout leur était dû. Et quand ces fondations s'effondrèrent, il ne leur resta plus rien sur quoi s'appuyer. Quant à moi, j'ai bâti quelque chose de durable à partir des cendres de ce passé douloureux. Chaque enfant sauvé par la fondation, chaque vie changée, chaque cycle d'abus brisé. C'était mon véritable héritage de grand-mère Éléonore. Pas l'argent, mais la compréhension que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais de devenir tout ce qu'ils disaient que vous ne pourriez pas être. Et de les regarder se détruire eux-mêmes pendant que vous êtes occupés à construire quelque chose de beau. C'était simplement la justice qui suivait son cours naturel.